tu as tendance à vouloir automatiser des trucs un peu trop gros dans un premier temps, et après tu y reviens, etc. Mais dans l'idéal, ce qu'il faudrait, c'est plutôt automatiser des petites tâches. Je le fais en 2 étapes. J'ai recruté 2 personnes chez moi. Une personne qui est censée traiter ce que je veux plus faire de manière humaine, et une deuxième personne qui est censée le traiter de manière automatisée. L'automatisation, en tout cas les automatisations, celles qui sont les plus intéressantes, c'est celles qu'on fait en interne, celles qui nous permettent de gagner les 30 petites secondes, les 1 minute. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Structure, le podcast qui libère l'entrepreneur tout en décuplant le potentiel de croissance de son entreprise. Je suis Romain Collignon, le fondateur de Squared, et ce que je vous propose dans ce podcast, c'est de prendre part à une conversation. Une conversation où on est entre nous, avec mon équipe ou avec des invités triés sur le volet, pour vous partager toutes nos coulisses et où évidemment la structure, au service de la liberté et de la croissance de l'entrepreneur, ne sera jamais très loin. Alors, la conversation du jour, c'est la réponse à l'une de vos questions. Venez d'ailleurs me les poser sur Instagram ou sur LinkedIn, j'adore vous lire et j'adore vous répondre. Et en plus, ça me donne un très bon prétexte pour vous offrir des épisodes comme celui que vous vous apprêtez à écouter. Allez, c'est parti! On se retrouve aujourd'hui sur Structure pour une nouvelle série d'épisodes et aujourd'hui je suis en excellente compagnie. J'ai en face de moi là virtuellement Shubham Sharma qui est un chef d'entreprise accompli, qui est YouTuber. Vous devez le connaître sûrement sur YouTube sur les sujets du no-code, de la growth et de la productivité. Et également, en fait, on n'est pas que deux aujourd'hui, on est trois. Je suis aussi avec Steven Herteler, qui est dirigeant de plusieurs entreprises dans le monde de l'image, studio photo, académie en ligne, agence d'influence sur les réseaux sociaux. On va évidemment avoir l'occasion de discuter de tout ça dans cette série. Il faut savoir que Shubham et Steven, ce sont deux entrepreneurs qu'on adore chez Squared. Autant pour leur leadership, il faut savoir que ce sont deux leaders incontestés dans leurs domaines respectifs, qu'on va bien sûr creuser. Et aussi, nous, on les adore parce qu'ils ont une façon d'appréhender le business, vous allez l'entendre, où ils mettent beaucoup d'énergie et de jus de cerveau, j'ai envie de dire, pour que leur business soit géré de manière très smart, très efficient aussi, avec des équipes minimalistes. Et voilà, moi j'ai la chance de les côtoyer depuis plusieurs années maintenant, notamment au sein du Mastermind 78. Et ça faisait longtemps que je voulais les inviter sur le podcast pour qu'on échange justement de ces sujets qui leur sont chers, ces sujets d'automatisation, d'IA, de réseaux sociaux, mais aussi de liberté de business, vous allez voir. Donc voilà, je vous propose qu'on s'attaque à ce premier sujet que j'ai préparé pour vous, Shubham, Steven. Est-ce que vous êtes chaud? Super chaud. Prêt. Avec une intro pareille en plus. Allez, on va se lancer dans le premier épisode. Premier épisode où on va parler d'automatisation dans le business. Alors, c'est un sujet qui n'est pas nouveau, l'automatisation. C'est aussi un sujet sur lequel vous êtes, j'ai envie de dire, très sensible. Genre, l'automatisation, c'est une philosophie de vie pour vous et votre business. Et j'ai deux questions à vous poser pour qu'on ouvre cette conversation. La première question, c'est, on imagine si on branchait des électrodes sur votre cerveau et qu'on pouvait choper votre façon de penser autour des automatisations, on pourrait voir un peu comment vous appréhendez le sujet. Ça ressemblerait à quoi? Voilà, qu'est-ce que vous pourriez conseiller à tout chef d'entreprise sur ce sujet? Ça, c'est la première question. Puis la deuxième question, c'est, on est en mode petite souris cette fois-ci, on vient se poser sur votre épaule, derrière votre ordinateur, on regarde votre business. Via le prisme des automatisations, ça ressemblerait à quoi? Est-ce que Shubham, t'es chaud pour démarrer? C'est parti. Merci beaucoup déjà de m'inviter. Je suis hyper content de parler de ce sujet. L'automatisation, t'as raison, c'est une philosophie un peu de business, c'est une manière de travailler. Euh, Là, si on me branchait tout de suite des électrodes sur mon cerveau, la manière dont j'analyse et je me dis que je vais faire une automatisation, c'est d'abord en distinguant ce que j'appelle le build et le run. Le build, c'est tout ce qui est nouvelle construction, c'est ce qui va apporter de la valeur, c'est ce sur quoi on va faire de l'expérimentation. Et le run, c'est ce qu'on doit faire pour faire tourner une boîte. Un exemple, le build, ça va être, on va lancer une nouvelle campagne marketing qui a jamais été lancée, ça c'est un build. Le run, c'est, on doit faire du support. Et donc souvent, ce que j'ai tendance à faire, c'est d'abord d'automatiser le run, c'est-à-dire les choses qui sont répétitives, où on sait qu'elles ont un certain coût, on sait les projeter, et du coup, on va essayer de réduire ces coûts en faisant intervenir des outils d'automatisation, des processus d'automatisation, peut-être de l'IA, alors que le build, là on est en phase d'expérimentation, ça veut dire qu'on essaie de construire sur des fondations qu'on connaît pas vraiment, on n'a jamais construit de cette manière avant, et là on va plutôt être dans une démarche d'apprentissage où on sait que l'apprentissage a un coût, mais ensuite peut-être un jour qu'on va pouvoir la mettre en run. Voilà déjà la première chose que je peux dire sur ce sujet. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, Steven, je sais pas comment toi tu raisonnes. Ouais.
En fait, je fonctionne aussi beaucoup en build et en run, mais c'est vrai que c'est pas une porte d'entrée pour moi pour les automatisations. Mais du coup, je prends le point, j'adore. Je vais réfléchir là-dessus. Moi, ma logique, c'est de observer qu'est-ce qui me prend du temps dans mon business. Donc, je note tout dans un calendrier. Et en amont, je prévois le temps que je vais passer toute la semaine. En aval, je mets à jour un petit peu. Et donc, à la fin de la semaine, je regarde à quoi a ressemblé ma semaine. Et je me dis, par exemple, si j'ai passé beaucoup d'heures, tiens, exemple de cette semaine, j'ai passé beaucoup d'heures à relancer mon équipe sur de la facturation qui est en retard, à essayer de récupérer un numéro de devis, enfin, des espèces de trucs comme ça qui servent à rien, ou en tout cas qui me prennent beaucoup trop de temps pour ce que j'ai envie de faire. Et là, je vais m'interroger à comment l'automatiser, mais je le fais en 2 étapes. J'ai recruté 2 personnes chez moi. Une personne qui est censée traiter ce que je veux plus faire de manière humaine, et une deuxième personne qui est censée le traiter de manière automatisée. Donc en gros, j'ai une assistante en CDI full-time qui est une plus, tu vois, qui est vraiment capable de comprendre plein de trucs vraiment diversifiés, facturation, relance, des choses pour des clients, etc. Et donc quand il y a quelque chose, facturation, où je me dis il y a un problème, on va réfléchir à un process que mon assistante est capable de gérer, donc processiser et déléguer, qui sert de brief à mon automatiseur en temps de si on se rend compte que ça devient quelque chose qui prend beaucoup de temps à mon assistante. Dit d'une autre manière, j'essaie, l'image est un peu forte, mais c'est exprès pour qu'on la retienne. Dit d'une autre manière, je vais essayer de saturer mon assistante de toutes les choses qu'il faut plus que je fasse moi, et quand elle est vraiment sous l'eau, ça donne de la matière à mon codeur, à mon automatiseur, pour se dire, ok, maintenant c'est elle qui est saturée, et on va essayer d'automatiser en priorisant ce qui lui prend le plus de temps. Donc c'est un peu notre philosophie. C'est un peu comme un filtre d'une certaine manière. C'est vrai qu'on pourrait peut-être avoir tendance à... ouais, je vais juste revenir sur le build et sur le run, et c'est peut-être une question que j'ai envie de vous poser, parce que depuis que cette philosophie build-run, d'ailleurs je pense que c'est toi, Shubham, qui l'a injecté dans le mastermind, c'est vraiment top pour pouvoir différencier les projets qu'on a dans une boîte. Est-ce que selon toi, le build est forcément quelque chose qui va devenir du run ou pas? Est-ce qu'un projet build peut être un peu éphémère et puis... Ouais, clairement, c'est pas du tout vocation à chaque fois à devenir du run. Alors ça peut l'être, typiquement, je prends l'exemple, je sais pas, de l'organisation d'un webinar ou même pour toi, tu vois, d'un mastermind. Tu te dis, bon, bah, pour cette fois, c'est la première fois qu'on va organiser le mastermind, bah, tu es en pleine découverte, tu sais pas ce que tu vas y découvrir, tu vas apprendre plein de choses, tu vas faire des erreurs. Et puis au bout d'un moment, tu vas systémiser le process et donc ça deviendra du run. Et donc, c'est pas toujours le cas. Ça veut dire que une fois, par exemple, j'ai envie de mener une expérimentation marketing qui vise à, je sais pas, par exemple, en ce moment, à me dire, tiens, dans les sujets d'email, on va mettre de la date dynamique sur des séquences qui sont certes des séquences evergreen, donc qui sont là tout le temps, mais les dates sont hyper actuelles. Donc les gens se rendent pas compte que c'est des dates qui sont evergreen. Et bah ça, enfin, je sais pas si ça va marcher. Je vais essayer de voir si ça va fonctionner. Donc c'est une expérimentation. Et puis une fois qu'elle est mise en place, elle est mise en place. En fait, j'ai même pas besoin de la mettre en run. Et donc en fait, selon les cas, ça va être différent et donc pas toujours, pour répondre à ta question. Ouais. Hmm. Ok. Et moi, sur le sujet des automatisations, il y a aussi une limite que je mets très tôt. C'est-à-dire que je pense que tous les trois, on a un point commun, c'est qu'on est des gros geeks. On aime bien mentaliser des choses et les stratégiser. Et la tentation est grande de vouloir tout automatiser. Et donc nous, on fait un pas en avant, mais on s'autorise à refaire un pas en arrière. Un exemple récent qu'on a eu, je voulais absolument un process totalement automatisé de vacances. Parce que nous, on a une dizaine de personnes qui bossent chez nous. On a des apprentis qui sont parfois en vacances, parfois à l'école, parfois en télétravail. On a des freelances, on a des CDI et tout. Donc c'est très mixte. Et je veux un calendrier qui apparaisse chez moi où je vois qui est off, qui est télétravail, pour savoir qui est dispo pour bosser ou qui est en présentiel, même si ou à la maison. La tentation est immense de se dire bon bah vas-y, on va faire un truc automatisé. On l'a fait. On a fait une espèce d'usine à gaz en fait qui est complexe, qui est compliquée, qui a des petits bugs un peu tout le temps. Et on a fait un pas en arrière. Et à la place de ça, on a fait un process presque automatisé, mais on a enlevé le make, etc. On a gardé un truc très court avec un espèce de tableau sur Airtable et les gens vont manuellement rentrer dans un ordinateur dispo dans la boîte les jours où ils seront pas là ou alors où ils seront off. Donc au lieu d'avoir
tout automatisé très complexe. On a fait un tableau ultra simple sur un ordinateur. Tu y vas, tu mets tes jours off, tes jours de vacances. Ça te prend 1 minute. Donc ça coûte 1 minute quand même, mais ça nous libère de beaucoup de complexité et de bugs qui peuvent arriver tout le temps. Donc j'aime bien aussi la vision de se dire, est-ce qu'on peut soit automatiser, soit est-ce que c'est intelligent de ne pas automatiser parce que ça va rajouter encore plus de complexité que si on avait fait quelque chose de très très simple. Ouais. Je crois, Steven, si je peux sauter là-dessus, c'est que moi, c'est le sujet chez Square. C'est que, et surtout, nous, on est dans une livraison, notamment les masterminds, haut de gamme, avec vraiment de l'humain. Et tu vois, un email automatisé qui n'est pas personnalisé, c'est contre-productif que ça soit automatisé. Par contre, d'avoir un leverage, nous, en interne, par exemple, dans une automatisation Asana, qui va dire à nos collaborateurs d'envoyer cet email, oui, il y a le template, mais avec la dose de care, bah, en fait, c'est le meilleur compromis entre l'automatisation. Et donc, je sais qu'on a pu avoir tendance à aller vraiment, justement, avec du make à fond sur des trucs pour se dire, OK, il n'y a plus aucun être humain. Mais en fait, des fois, il faut savoir faire ce retour en arrière, comme tu le dis, Steven. Et moi, c'était un gros apprentissage. On a dû commencer il y a 4 ans, le chemin des automatisations. Et je crois que c'est là où on revient un tout petit peu en arrière Ouais. sur certains aspects. Ouais, c'est vrai que c'est un outil, c'est un outil. En fait, c'est pas une finalité. Souvent, d'ailleurs, on a tendance à voir l'automatisation comme uniquement de l'automatisation d'email ou de l'automatisation d'interaction humaine, parce que c'est souvent celle qui est la plus visible, car la plus facile à faire. En fait, la réalité, c'est d'envoyer un message LinkedIn. Maintenant, ça se fait depuis 10 ans et plus personne n'y croit. De Hey Steven, j'aimerais bien t'inviter à rejoindre mon réseau. Enfin, je veux dire, plus personne fait ça. Enfin, j'espère en tout cas. Si vous Ouais. le faites, arrêtez. S'il y Ça en ne a sert qui à le font rien. encore, malheureusement. Voilà, et donc ce truc-là, souvent on a tendance à penser à ça, sauf que l'automatisation, ou en tout cas les automatisations, celles qui sont les plus intéressantes, c'est celles qu'on fait en interne, celles qui nous permettent de gagner les 30 petites secondes, les 1 minute, pour nous faire gagner du temps. Et tu prends l'exemple tout à l'heure des vacances, c'est vrai que souvent, parce qu'on est des geeks et parce que comme chez quelqu'un qui est dans le bâtiment, sa maison est toujours un petit peu en travaux, tu as tendance à vouloir automatiser des trucs un peu trop gros dans un premier temps, et après tu y reviens, etc. Mais dans l'idéal, ce qu'il faudrait, c'est plutôt automatiser des petites tâches, celles qu'on fait souvent, celles qui sont en interne, pas Mm. forcément en interaction avec des gens, et c'est celles-là qui, faites de manière répétitive, vont apporter de la valeur. Et c'est vrai que souvent, ce que je conseille, c'est mettre l'accent surtout sur l'analyse plutôt que le faire. C'est vrai que il y a un côté très gratifiant à mettre quelque chose en place, à le voir fonctionner, et c'est vrai que ça fait du bien, mais c'est souvent une manière de procrastiner aussi. C'est-à-dire qu'au lieu de faire le travail, on va vouloir l'automatiser. Cool, c'est bien. Mais si on met pas assez une dose d'analyse suffisante, peut-être on va dans la mauvaise direction. En fait, c'est pas parce qu'on a les outils pour pouvoir le faire qu'il faut absolument le faire. Et un des sites hyper intéressants qui peut être hyper cool pour calculer ça, ça s'appelle cvlc.fr. Donc, est-ce que ça vaut le coup.fr. Et en fait, dans ce site, il y a deux, trois petits champs à remplir, c'est-à-dire la tâche qu'on fait, combien de fois on l'a fait, combien de temps ça nous prend, combien de temps ça nous crée l'automatisation pour ça, et ça nous permet, sans la construire, sans même avoir pris la décision de la construire, de savoir est-ce que ça vaut le coup de créer une automatisation? Est-ce qu'on sera rentable sur cette automatisation? Parce qu'oublions pas que tout temps mis par vous, par vos collaborateurs, c'est du temps que vous payez. Et est-ce que ça vaut le coup, en fait, au-delà de l'intérêt intellectuel, d'automatiser ça? Entre nous, Shubham, tu vas combien de fois par jours, semaines, mois sur ce site? Moi, maintenant, j'y vais plus parce que j'ai un modèle mental qui me Le permet recoder. Ouais, non, 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 il a le non, mais flair. grossièrement, tu vois, je sais pas, le dernier truc que j'ai automatisé, on en parlait, c'était le paiement des factures fournisseurs. En fait, je me rendais compte que c'est quelque chose que j'ai pas envie de déléguer à quelqu'un pour l'instant. J'ai pas de CFO et puis même, je me considère pas avoir besoin pour l'instant d'un CFO qui paye mes factures, ou en tout cas, c'est pas le bon CFO parce qu'il fait quelque chose qui est inutile pour lui, en tout cas. Un CFO qui paye des factures, c'est un CFO qui vous surfacture pour une tâche pour cliquer sur un bouton. Et donc, Ouais. pour moi, c'est comment est-ce que je passe que je passe aucun temps à payer les factures de mes fournisseurs, en sachant que j'ai envie qu'ils soient payés vite, parce que moi, je déteste être de l'autre côté,
avoir quelqu'un qui a envoyé sa facture, qui doit relancer, bah moi ça me met dans une situation que j'aime pas parce que j'aime pas être de l'autre côté. Relancer un client, c'est jamais agréable. Donc maintenant ils ont une plateforme et mes fournisseurs où ils uploadent leur facture, ils mettent le montant et moi j'ai une notif, j'ai plus qu'à cliquer sur un bouton, il y a le virement de compto qui est fait, il y a la facture qui est attachée sur la transaction, il y a le comptable qui a reçu la facture est catégorisée, la transaction est catégorisée, et puis moi et le fournisseur reçoit un mail en disant c'est bon, t'as été payé. Et la dernière fois, bah c'était, enfin il y a un de mes prestats qui m'a dit waouh, j'ai jamais vu ça, et c'est vrai qu'en 2 minutes il a été payé. J'étais en métro, j'ai juste cliqué sur le bouton, je savais quelle était sa facture, et en fait, si on regarde bien, un devis qui a été signé, il n'y a aucune raison de mettre un délai dans une facture, si ce n'est que vous n'avez pas la trésor, mais dans ces cas-là, peut-être qu'il fallait pas accepter le devis. Enfin bref, voilà. J'ai pensé à toi justement tout à l'heure, j'ai reçu une facture email que j'ai importée dans Conto pour pouvoir faire le virement et je me dis ok, il va falloir que j'en discute avec Shubham pour que j'ai pas à faire ça à chaque fois d'aller me connecter à Conto, etc. Ce qui est déjà cool, hein, de pouvoir faire un virement avec en apportant une facture, déjà ça c'est cool, toutes les banques le font pas. Mais de pouvoir le valider dans le métro en un clic, c'est la step d'après quoi. C'est mon rêve. Je vais aller observer un peu comment t'as fait, Shubham, c'est mon rêve ça. Bah, avec plaisir, écoute. Moi j'aimerais bien rebondir sur un truc que t'as dit sur l'analyse et je pense que alors je suis très comment dire fier que vous me pensiez geek autant que vous. Je ne pense pas. J'aime bien les autorisations, mais aller dedans à un moment donné, c'est trop. Et nous, on a eu pendant une certaine période de temps un automation guy, quelqu'un justement comme toi, Steven, qui mettait les mains dedans. Et en même temps, c'est là où je comprends, parce que là, on a lancé une nouvelle société qui s'appelle Fractional, pour qui je suis marketing et sales director. Donc, je suis dans une optique d'automatiser le processus de vente. Et je vois déjà les trucs make, etc. à faire. Par contre, je me restreins à vraiment faire sur Whimsical. Alors, je sais plus ce que vous utilisez vous pour prendre de la hauteur sur l'automatisation, voir les différents enchaînements. Mais en fait, il faut vraiment faire ce travail de dessiner, hein, limite dessiner sur du papier ou sur un outil avant d'aller dans l'automatisation. Sinon, c'est le risque de se planter. Ouais, ça c'est une manière théorique de le faire. Et je l'ai fait. En fait, je suis passé de plein de manières différentes, genre faire des dessins, faire tout simplement une liste Notion ou encore faire même une liste Asana avec des tâches. Et là, on le teste depuis 1 mois, mais je suis très satisfait de premièrement briefer un humain pour le faire. Parce qu'en fait, dans ma tête, j'ai un truc qui est parfait et évident. Et puis une fois que je le mets que je le fais faire par quelqu'un, en fait, c'était pas du tout parfait. En fait, c'était pas du tout évident. Par exemple, mon assistante, elle va me dire, Steven, ok, mais dans ce cas-là, qu'est-ce que je dois faire? J'envoie un mail à lui ou je fais ça? Ah oui, bon, oui, c'est vrai qu'il y a plusieurs options. Et en fait, avec un humain, c'est plus organique. Ça permet d'avoir beaucoup plus d'échanges. Alors que quand on faisait des automatisations directes du premier coup, j'avais pas le feedback de l'automatisation. On mettait tout en place. C'est long à construire. Et une fois que tu le lances, tu te dis, ah ouais, mais en fait, peut-être qu'au début, on n'aimait finalement pas avoir ça. C'était trop long à faire. J'ai un très bon exemple qu'on est en train de faire en ce moment, là, depuis 1 mois et demi. On est en train d'automatiser totalement le process de recrutement. C'est un truc que je théorise depuis des mois parce que j'ai la conviction que c'est possible d'avoir. Ce que je veux faire, c'est avoir des gens chauds sur n'importe quel poste chez nous, chaud bouillant, et j'ai que l'entretien final à faire avec les bons. Et la manière dont je le fais, c'est qu'il y a 5 étapes. Alors, je vais pas rentrer dans le détail, mais il y a 5 étapes. C'est un mélange de typeform pour que les gens ils fassent des exercices, des questions, etc. De débrief par email. Et il y a une communication typeform, make, airtable, donc qui se met à jour. Les gens, ils avancent dans un tableau. Et en fait, moi, je suis pas au courant de tout ça. Ça se fait tout seul, entre guillemets. Et en fonction du poste, si quelqu'un me dit je veux être monteur ou je veux être chef de projet ou je veux être assistante, il n'a pas les mêmes tests. Il va être orienté sur des pistes différentes. C'est un peu une sorte de funnel. Et quand la personne arrive à l'étape 5, ça veut dire qu'elle a passé toutes les étapes, qu'elle a rempli aucun red flag, qu'elle est allée jusqu'au bout. Et là, je reçois un email qui me dit Steven, tu as quelqu'un qui est à l'étape 5, qui a répondu ça au test MBTI, qui a fait ça comme montage vidéo à l'étape numéro 4, qui a fait ça comme vidéo de présentation, boum, il y a tout dans un dossier consolidé. Et donc, en fait, je regarde sa fiche et en fonction, si j'ai envie de voir cette personne, je le glisse dans la colonne oui et ça continue les emails pour prévoir le calendrier et tout, ou non, et ça lui envoie un mail en disant bah bravo d'être arrivé jusque-là, mais ça va pas le faire et tout. Et en fait, la première fois, je l'ai fait la première fois, c'est l'été dernier, en août,
je l'ai fait tout de suite automatisé. Donc j'ai pris un free qui me l'a automatisé. Le truc était parfait dans ma tête. J'ai écrit le truc et tout, j'ai tout le truc en tête. On le fait, on arrive au bout, on le lance, ça marche bien. Et ensuite, je me dis, ah mais en fait, il faudrait complètement faire la même chose, mais pour deux types de métiers. Parce que là, c'était un monteur pour une des boîtes. Parce que j'ai 5 boîtes donc dans l'image. Donc c'est sur une des boîtes. Et je me suis dit, et là, il me dit, ouais, mais attends mec, si tu voulais plusieurs métiers sur plusieurs boîtes, faut tout refaire à zéro parce qu'en fait, le truc, il n'a pas été pensé comme ça. Et donc, du coup, ça fait 6 mois que je fais des petits recrutements, poste après poste, à la main. Donc, pour l'instant, c'était moi. Maintenant, je l'ai donné à mon assistante. Donc, elle fait avancer. Et on complémente, on consolide le truc. Et maintenant, on a une machine parfaite. En fait, on a une maquette qui est parfaite, qui est fonctionnelle. On est capable de recruter sur tous nos postes avec notre Airtable. Le seul truc, c'est qu'on fait glisser nous-mêmes les colonnes et on envoie nous-mêmes les mails. Et maintenant, j'en suis content. Et là, on est en train de l'automatiser. Et là, on a une machine de guerre qui va nous permettre de recruter multipostes, évolutives. Et en fait, on a fait la V, comment dire, Le POC. le POC exactement. Le POC, je pense qu'il faut lancer aussi vite que possible un truc que tu fais toi-même. Ensuite, vite fait, pouvoir le donner à ton équipe. Il y a des erreurs qui sont faites parce que c'est pas sorti exactement de ta tête. Mais au bout de 6 mois, tu es capable de consolider un truc automatisé. Là, je parle seulement pour un gros projet automatisé, pas un petit truc, mais vraiment un gros plan de l'entreprise. En gros, on veut automatiser le recrutement, ce qui est un game changer. Si tu sais, parce que moi, j'ai la vision qu'il faut poster en masse pour attirer des gens et qui veuillent postuler en masse. Et s'ils sont bons, qu'il faut les recruter. C'est ma vision du truc. Mais on n'était pas capable de le faire nous jusqu'à présent parce que ça me prenait, quand je voulais lancer des recrutements, sur un poste, peut-être 15 heures, 15-20 heures. Je l'ai fait sur des contrôleurs de gestion il y a quelques mois, sur monteur là en ce moment, et même si on veut le faire vite, c'est quand même 15-20 heures. Sauf si je reçois que les candidats qui sont bons à la dernière étape, et pour moi ça passe par ouais, beaucoup d'humains dans le process. Je sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Si, alors merci Steven. Et je voudrais poser aussi la question à Shubham derrière parce que ce côté, genre, on fait un truc hyper léché en mode POC, mais on pense que c'est la solution ultime pour après se dire, oh merde, en fait, le truc est beaucoup plus méta. Il va falloir qu'on redétricote. Toi, Shubham, comment tu perçois ça? Est-ce que ça t'arrive encore ou t'as des garde-fous? Alors, bon, moi, je l'ai appris the hard way, comme ils disent les Américains, où en fait, j'ai un passé de développeur et quand tu es développeur, tu as l'impression, à la base en tout cas, que tu as le pouvoir de pouvoir tout créer. Du coup, dès que tu as la moindre idée, tu mets les mains dans le cambouis. Et donc plein de fois, j'ai commencé à créer des choses qui étaient sans besoin, donc c'était joli, c'était bien, mais personne n'utilisait. Et donc j'ai un cimetière de projets qui est là. Et ça m'a appris beaucoup de choses, notamment de voir le besoin, que l'idée initiale c'est juste une idée, que le fait que imaginer le projet, faire des dessins c'est juste un outil, mais en fait en réalité il y a plusieurs niveaux de dessin. Je vais prendre une analogie. Super idée. J'ai vu un document sur RT sur les Canaries. Je me dis, waouh, c'est bon, villa plein sud, aux Canaries, c'est top. Fuerteventura, j'adore. En plus, j'adore le kite, c'est génial. Donc là, l'équivalent d'ouvrir Make, c'est prendre l'avion, aller poser une brique et commencer à construire. Et en fait, c'est la pire erreur du monde. Déjà, un, parce que plein sud, quand il fait 40 degrés, c'est la mauvaise idée. Deux, parce qu'il y a plein d'autres villes là qui existent. Trois, il y a des tremblements de terre qui vont arriver ou je sais pas quoi. Quatre, en fait, j'avais complètement sous-estimé la lumière qui entrait, donc j'avais pas prévu de rideau, etc. Et donc ça, je vais l'apprendre en posant des briques. Et donc c'est horrible parce que construire une brique qui a déjà été posée, ça coûte cher. D'ailleurs, c'est assez marrant. Je compare souvent ça à la planification urbaine. Dans l'Île-de-France, j'ai l'impression qu'ils sont toujours en train de construire, déconstruire, construire, déconstruire. Bon, c'est nous qui payons, donc c'est pas si grave pour la personne qui prend la décision d'eux. Mais en réalité, c'est ça. C'est-à-dire que plus on prévoit, moins on détruit une fois que c'est fait. Donc en fait, l'étape de modélisation, elle n'est pas à un escalier, elle est parfois à 5, 6, 7 escaliers. C'est-à-dire que la première modélisation va être la modélisation du besoin, la deuxième, ça va être peut-être la faisabilité, la troisième, ça va être comment est-ce qu'on va la configurer, la quatrième, etc., etc., jusqu'à la dernière qui est celle qui va être le blueprint, c'est-à-dire vraiment les maquettes techniques de comment est-ce qu'on va faire ça. Mais ça présuppose qu'on a validé les besoins, les contraintes, les gens qui vont y intervenir, le fait que ça fait gagner de l'argent ou pas, et après on construit. Et c'est vrai que maintenant, avec le no-code, et c'est génial, hein, mais vu qu'on donne à n'importe qui la possibilité de construire,
le réflexe qu'on a, c'est d'aller prendre l'avion et mettre la première brique à Fuerteventura sur un terrain qu'on vient d'acheter sur Internet. Mais c'est pas la bonne méthode. Tu auras réussi à nous passer la villa aux Canaries dans le Ouais, podcast. c'est ça. J'allais dire, j'ai envie d'aller aux Canaries maintenant. Et du coup, ton petit voyage que tu nous inspires, ça m'a fait réfléchir à un truc, Shubham. Je me disais, en fait, c'est marrant de voir qu'en fait, tous les deux, on a une vision super complémentaire. C'est que toi, tu sais comment automatiser, et moi, je sais ce que j'aimerais automatiser, mais je sais pas forcément le faire. Et du coup, c'est comme si on était de deux côtés d'une pièce. Et en fait, je me dis que moi, je vois un enjeu d'automatiser deux types de choses. Alors, là, je viens de dire, toi, tu sais automatiser, moi, je sais pas automatiser. Il y a un deuxième truc, c'est il y a deux types de tâches qu'on peut vouloir automatiser. Pour moi, il y a des choses qu'on peut automatiser, qu'on sait faire, et d'autres choses qu'on sait pas faire. Je m'explique. Euh, euh, dans les dirigeants d'entreprise, si on simplifie, tu as la caricature du dirigeant d'entreprise qui sait faire tous les métiers de son entreprise. C'est mon cas. Je sais faire des photos, je sais faire de la retouche, de la vidéo, de l'édit, etc. Recruter, faire des factures, je sais tous les faire. Et du coup, j'ai une vision très très précise de ce que je veux faire. Et ma difficulté va être de recruter des gens qui sont capables de faire soit à ma manière, soit moi d'être capable de baisser les armes et accepter que quelqu'un d'autre fasse à ma manière. Et avec mon type de profil, automatiser veut dire être capable de extraire dans mon cerveau une façon de faire pour avoir un certain contrôle, ou en tout cas être sûr de la façon dont ça va être fait. Ça, c'est mon type de profil. Il y a un autre type d'entrepreneur qui va être avec une envie, avec une vision, mais pour autant qui ne saura pas forcément le faire. Genre, on a Nolwenn qui est un pote du mastermind qui lui voulait se lancer dans l'onglerie parce qu'il avait vu qu'il y avait un marché et il sait pas du tout comment on fait des ongles, mais il va s'entourer de gens meilleurs que lui qui savent faire les ongles. C'est ce qu'il dit, mais en vrai, je suis sûr, il en vrai, des soirées. Ouais. Si on est invité aux soirées pyjama, je suis sûr qu'on verra qu'il y a des gros délires d'ongles. D'ailleurs, il vient toujours avec des gants, peut-être pour ça. Je comprends pas. Mais du coup, le besoin de ce type d'entrepreneur va être d'automatiser pour pouvoir avoir un expert qui va te le faire et pouvoir te passer de cet expert. Typiquement, tu prends un super cabinet de finance qui t'automatise des trucs, des suivis, et du coup, tu n'es plus dépendant si tu l'as automatisé. Et en tout cas, moi, je vois à chaque fois, dans un cas ou dans l'autre cas, quand tu veux automatiser ce que tu sais faire ou ce que tu sais pas faire, moi, je vois toujours les mêmes 5 étapes. Franchement, la première, c'est faire soi-même pour comprendre le truc. La deuxième, c'est une fois que tu l'as fait toi-même plusieurs fois, le processiser noir sur blanc. Ça, je pense que tous les entrepreneurs de notre niveau le savent déjà. Et je pense que toutes les boîtes de tous nos amis, tout le monde a des process. Il y a une étape ensuite qui est de le déléguer, c'est-à-dire faire le process par une autre personne, idéalement meilleure que nous. Ça, je pense que c'est maîtrisé aussi. Et là, je pense qu'il y a un truc intéressant, c'est d'être capable à ce stade, de le rendre un peu malléable, d'adapter éventuellement le process, de le simplifier, de se dire ok, le process il n'est pas ferme, mais les personnes qui vont le faire tourner, l'idée c'est justement de débriefer, de corriger. Et ensuite il y a une 5e étape à ce stade pour moi, en tout cas dans mon cas, et je dis pas que c'est pareil pour tout le monde, mais qui est d'automatiser à ce niveau-là. Et là, tu automatises un truc qui est validé par toutes tes équipes, qui est à l'épreuve du feu. Tout le monde a validé qu'il y avait un besoin. Le process, il est suivi, il est tenu au bout de 3 mois. Donc tu dis, ok, là, il y a clairement un besoin, on en a vraiment besoin et ça nous est vraiment utile. Non, je suis aligné, sur la manière de procéder. Évidemment, c'est toujours à mettre en perspective avec un marché qui bouge très vite. Et donc, évidemment, le fait de le faire, de processiser déjà première étape, de déléguer deuxième étape, etc., avant de l'automatiser et donc, entre guillemets, pas de le graver dans le marbre, mais faire quelque chose qui va pas bouger aussi rapidement, c'est une superbe manière de voir le marché bouger. C'est-à-dire que si dans toutes ces étapes, ton contexte n'a pas bougé, c'est que c'est un bon indicateur pour l'automatiser. Parce que souvent, entre le moment où tu vas avoir l'idée de le faire et que tu vas le faire, et entre le moment où il sera automatisé, peut-être que en fait, il n'y a plus de raison de le faire. Et aussi, il faut mettre ça en perspective. Ouais. Ce serait quoi, vous, s'il y a quelqu'un imaginons, il y a quelqu'un qui est tombé sur le podcast, là, qui se dit, ouais, ils ont l'air cool les trois, et qui se dit, ouais, automatisation, je sais pas ce que c'est. Ce serait quoi, vous, le truc numéro 1 que vous conseilleriez à quelqu'un qui nous écoute jusque-là, un peu perdu à automatiser? Moi, je vais voir la chaîne de Shubham. Ouais, j'avoue. Hein. Tu sais que moi, j'ai commencé comme ça à automatiser les premiers trucs. Hein. Je suis tombé sur Shubham direct. Notion et tout. Bah, Notion Make. trop cool. J'ai même pris la formation Make
pour James de mon équipe, qui finalement, c'est plus lui qui fait les automatisations, j'ai recruté un mec en full. Mais clairement, je recommande aussi. Voilà, Shubham, t'as le droit de rien dire. Moi, nous pareil, Amandine est formée chez Shubham. Voilà. Trop cool. Écoutez, non, je pense que ça peut faire peut-être une bonne transition pour notre prochain épisode parce que moi j'aurais eu envie de parler d'IA et d'automatisation. On a dû entendre le mot IA à 2-3 reprises, mais je pense qu'on va pouvoir faire un épisode complet sur le sujet. Je vous propose que ce soit le prochain. Ceci étant dit, comme on va passer quelques épisodes ensemble, moi je serais curieux de vous entendre, Shubham et Steven, sur comment on peut découvrir davantage votre travail, découvrir votre actu, où est-ce qu'on peut vous retrouver en ligne ou ailleurs. Ouais, et moi j'ai 2 grosses verticales. Alors j'ai plein de réseaux sociaux, une dizaine, mais j'ai 2 verticales. Une première, c'est tout ce qui est le studio. Et là, pour me retrouver sur le studio, l'idéal c'est LinkedIn, avec mon nom, Steven Herteler. Je parle de LinkedIn, j'en parlerai dans un prochain épisode quand on parlera de réseaux sociaux, mais LinkedIn découle sur tous mes autres réseaux sociaux de studio. Et le deuxième, c'est sur plutôt le personal branding, le mindset, ma vision du monde. Là, c'est sur mon Instagram qui s'appelle aussi Steven Herteler. Et si je peux faire un petit complément, dans Steven Herteler, il y a 6 E, 6 fois la lettre E. Yes. Pour être sûr que ça soit toi, il faut que le compte soit bon. Exactement. Juste, alors pour préciser, donc le 6E, il est sous le LinkedIn. C'est-à-dire LinkedIn, c'est mon profil studio, et il y a mon Instagram 6E qui est dans cette verticale. Et le Instagram Steven Herteler, c'est la verticale mindset. C'est un peu compliqué. J'aurais bien aimé qu'il y ait un seul réseau social générique et... On en reparlera, on va faire un petit épisode là-dessus. Et toi, Shubham, on peut te retrouver où? Déjà, je viens de comprendre ce que ça veut dire 6E, donc trop cool. Moi, de mon côté, vous pouvez taper Shubham Sharma sur YouTube. Tapez-le de la manière que vous voulez. Normalement, le SEO est bien fait pour me retrouver. Gros focus effectivement sur la chaîne. En tout cas, moi, je tape souvent ton nom dans YouTube. Merci beaucoup. Eh bien, merci Shubham, merci Steven pour ce premier épisode qui a full valeur. Et puis, on se retrouve très vite pour le deuxième. Merci à toi. À la prochaine. À très vite.